Bienvenue dans notre podcast dédié aux livres d'auteurs et d'autrices émergents. Aujourd'hui, je reçois Marie Yonikoff, autrice du thriller psychologique L'Insane. Ce roman nous immerge dans la vie de Laura, une jeune femme au caractère bien trempé. Pour elle, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Pourtant, un jour, la routine de Laura s'enraye et elle se retrouve mêlée à un tragique accident de la route. Le lieutenant Hugo Scaralès part sur cette enquête, officieusement à la demande du père d'une des victimes. Il doit démêler le vrai du faux. Laura, la manipulatrice, est-elle une meurtrière ou un simple pion piégé dans un système plus grand qu'elle? L'auteur qui est derrière l'intrigue s'appelle Marie Yonikoff. Elle nous entraîne dans son tout premier roman, le premier d'un cycle consacré aux ombres, celles qui assombrissent nos vies ou hantent nos histoires familiales. C'est à travers ses études de droit puis de criminologie à la faculté de médecine de Lyon qu'elle développe son goût pour les histoires sombres dans lesquelles les secrets de famille côtoient des âmes torturées. Elle se plonge à corps perdu dans la psychologie, la folie et le suspense pour nous livrer un premier roman digne d'un polar noir. Je vous propose d'en découvrir un peu plus avec elle. Bonjour Marie. Bonjour Nelly, merci beaucoup pour votre accueil. Alors moi, ma première question, c'est comment l'idée de ce roman a-t-elle surgi? Et est-ce qu'avec ce polar, est-ce qu'il y a un message que vous voulez délivrer à vos lecteurs? Alors depuis longtemps, j'avais le désir d'écrire sans oser me lancer. Et il y a environ 4 ans, mon frère m'a mis au défi d'écrire plus de 2 pages sur un sujet et je me suis laissé prendre au jeu. Je n'ai bien sûr pas choisi un thème au hasard, hein. Donc la perversion narcissique avait été abordée lors de mon diplôme universitaire de criminologie Mhm. et l'engouement de la presse féminine pour ce sujet prouve qu'il interroge et passionne. Donc j'ai cependant voulu explorer l'aspect féminin de cette pathologie. Nos sociétés patriarcales permettent plus facilement aux hommes pervers narcissiques de s'épanouir, Oui. mais la version féminine de cette pathologie existe bel et bien. Donc les pervers narcissiques n'ont généralement pas conscience du mal qu'ils font et les cas cliniques, qui ne sont pas légion, sont encore plus rares quand il s'agit de femmes. C'était vraiment très tentant de s'y plonger. Toutefois, si j'ai accordé beaucoup d'importance à ce que le profil psychologique de Lara soit crédible, L'Insane est un thriller, non un ouvrage technique qui aurait la Oui. prétention de tout vous apprendre sur la perversion narcissique. J'adore inventer des histoires dans lesquelles mes lecteurs peuvent s'immerger. Des histoires par conséquent vraisemblables, mais néanmoins des histoires. Et si L'Insane recèle un message, alors disons qu'il rappelle qu'il est prudent de se méfier des apparences. Tout à fait, oui. Et donc, pourquoi ce titre? Pourquoi l'insane? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, L'insane en français désigne à la fois une personne dont l'état mental est altéré et ce qui est contraire à la saine raison, selon qu'il est employé comme nom ou comme adjectif. Laura n'est pas saine d'esprit. J'aurais pu appeler ce livre Laura, puisqu'elle en est la pierre angulaire, mais utiliser un mot qui la définit vraiment était plus intéressant. J'aurais alors pu appeler mon ouvrage la cinglée, la débauchée, la Oui. folle. Mais sincèrement, le mot insane est bien plus subtil et la définit bien mieux. Une personnalité comme celle de Laura a de multiples facettes. Sa folie est très complexe. Oui. Et pour le choix de la couverture, comment s'est-il fait? Alors, je souhaitais une couverture qui provoque une réaction. Et si la couverture est sobre, sa toile d'araignée, quand elle ne répulse pas, interroge. Donc la quatrième de couverture aiguille rapidement, sur les raisons de sa présence. Laura est une manipulatrice qui sent des toiles efficaces et destructrices. Quant aux tons choisis pour cette couverture, ils sont neutres. Pas de noir ou de rouge comme l'on retrouve souvent sur les couvertures de polar ou de Oui, thriller. tout à fait. C'est le calme avant la tempête, le lent tissage d'un piège qui se refermera bientôt sur les victimes de Laura. Bah justement, parlons un peu de Laura. Avec plaisir. Alors moi, je me suis demandé, est-ce que on doit avoir une affinité avec le personnage principal pour pouvoir le mener à bien tout le long de l'histoire? Euh, Puis comment vous avez fait pour aborder ce personnage qui est pas évident du tout par rapport aux autres personnages de l'intrigue? Alors, sans la perversion de Laura, il n'y aurait pas d'intrigue. Euh, Toute l'intrigue tourne autour de ce Oui, personnage, même dans la seconde partie du roman, où elle n'est présente qu'indirectement. Elle n'est pourtant pas la seule à avoir un rôle important. Ses victimes le sont tout autant, par leur façon de sombrer ou de réagir. Et Hugo Scalares, mon lieutenant, doit plonger dans sa logique pervertie pour démêler le vrai du faux et découvrir la vérité sur son rôle dans un regrettable, mais peut-être pas si banal accident de la oui. route. Pour décrire avec justesse les émotions ressenties par mes personnages et celui de Laura en particulier, je me glisse dans leur peau le temps de l'écriture.
Alors, hypersensible, j'arrive à comprendre les mécanismes émotionnels et à puiser en moi pour transcrire de façon crédible les sentiments ressentis, que ce soit la jalousie, la fureur, le désespoir, la peur, le sentiment de perte ou d'abandon, l'euphorie et l'obsession. Je n'ai pas eu besoin d'une affinité particulière avec le personnage de Laura pour le mener à bien, mais j'ai dû réaliser un véritable travail d'empathie. Oui, je comprends. Et puis, cette ambiguïté chez Laura, Mhm. selon vous, est-ce que c'est une anti-héroïne ou simplement un personnage antagoniste? Est-ce qu'elle est une sorte d'image, une victime du système? Alors, j'ai voulu Laura détestable. Et si j'en crois les retours de mes lecteurs, je pense y être parvenue. Mhm. Toutefois, certaines personnes ont néanmoins eu de la compassion pour elle, voir s'ils sont attachés, car elle est très complexe. Elle est très complexe. Elle n'est pas qu'un simple personnage antagoniste. C'est une tortionnaire, bien sûr, mais son rôle dans l'intrigue est plus vaste et suscitera bien des choses. Ce n'est toutefois pas une victime du système. Elle n'est victime que d'elle-même et de sa pathologie. En ce Ouais. sens, c'est véritablement une anti-héroïne. Et comment vous avez développé son caractère? Parce que c'est pas évident. On aborde ici la maladie mentale. Mhm. Comment vous avez fait pour ne pas tomber dans le cliché? Est-ce que vous êtes inspiré de personnes réelles autour de vous? Alors, bien qu'inspirée de concepts réels, Laura est une pure création. J'ai réalisé de nombreuses recherches et j'ai aussi discuté avec une psychiatre. Donc, en correspondant à ce qu'en dit la quatrième version du manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, hein, le fameux DSM-4, DSM, oui. Mhm. le comportement de Laura est simplement crédible. Il est néanmoins vrai qu'il est possible de tomber dans le cliché avec ce type de profil. Mais je pense sincèrement l'avoir dépassé. La psyché de Laura ne se contente pas de cocher des cases hein, qui correspondent à sa pathologie. C'est vraiment un personnage passionnant. Et comme peu de romans abordent la perversion narcissique féminine, je ne pense pas être tombée dans la redondance ou le Oui, tout à cliché. fait. Mhm. Et donc, vous nous avez parlé un petit peu de sa psychologie. Comment vous avez fait pour la développer encore plus dans votre roman? Alors, en épigraphe de mon roman, je cite Christian Bobin. Donc, Oui. pour mémoire, en fait, c'est la folie est un mécanisme d'horlogerie très fin. On n'en voit les rouages que lorsqu'ils se brisent. Mhm. Et à chacune de ces deux phrases correspond une partie de mon roman, dont Oh, ok. l'ultime objet est de découvrir qui est réellement Laura. Donc, dans la première partie de l'insane, la folie est un mécanisme très fin. Nous sommes en quelque sorte les témoins privilégiés de la façon de procéder de Laura. Donc, en la voyant agir, nous découvrons ses différentes facettes et pouvons nous rendre compte de l'étendue de sa folie. Mhm. La seconde partie de l'insane, on en voit les rouages que lorsqu'il se brise, est consacrée à l'enquête qui cherche à déterminer si Laura est responsable de l'accident qui survient. Donc avec Ok. le lieutenant Hugo Scalares, nous disséquons les rouages de sa folie et comprenons ses agissements. Pour découvrir la vérité sur cet accident, Hugo va devoir mener une enquête atypique puisqu'elle n'est pas officielle. C'est un policier qui aime aller au bout des choses jusqu'à l'obsession. Une occasion pour moi de mettre en parallèle deux obsessions, celle de réussite de Laura, celle de vérité d'Hugo. Ok, d'accord. Et pour mener à bien ce personnage de Laura, moi je me rends bien compte que les codes du roman, l'arc classique Mhm. de développement du personnage sont changés. On se demande si Laura peut évoluer au fil de l'histoire, parce elle me semble figée dans son propre code moral qui est lié à sa maladie. Comment vous avez fait pour vous en sortir avec ça? Alors effectivement, avec Laura, l'art classique du développement des personnages est tout à fait bousculé. Les autres personnages évoluent de manière classique, Mhm. c'est-à-dire qu'ils agissent et réagissent en fonction des événements qu'ils vont vivre, et ils évoluent psychologiquement. Mhm. Mais le personnage de Laura ne peut évoluer. Sa pathologie l'amène à répéter sans cesse le même schéma, jusqu'au moment où tout lui échappe. Ok, ok. J'avais envie de parler de l'enquête avec Hugo Scaralès. Mhm. Donc, c'est quoi la relation entre Laura et le lieutenant? C'est quoi la dynamique que vous avez voulu instaurer entre eux? Bah, en réalité, ils ne se rencontreront jamais. Oui, C'est pourquoi cette enquête est si complexe, hein. Pour la résoudre et tout à démêler fait. le vrai du faux, Hugo doit comprendre le mode de fonctionnement de Laura par différents moyens autres que celui de sa propre expertise. Oui. C'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur des témoignages, des avis d'experts, l'enquête préliminaire, les procès-verbaux, l'entourage, les victimes, le journal Mhm. intime. Il doit aussi se plonger dans sa logique, qui est pervertie, sans s'y perdre à son tour. Effectivement, sans s'y perdre. Pourquoi vous avez choisi l'accident de la route comme point de bascule pour l'enquête?
Alors, j'ai choisi ce point de bascule pour sa banalité apparente. Quoi de plus malheureusement banal qu'un Ouais. accident de la route? Chacun peut en être victime. Pourtant, lorsqu'un accident est létal, il y a toujours une enquête judiciaire et des autopsies. Ouais. Et c'est de là Je- que tout part. Ouais. Voilà. Alors, bon, on en a déjà parlé pour le thème, vos influences. On sait que vos études en droit et en criminologie ont nourri ce roman. Est-ce que vous pouvez Mhm. nous en dire un peu plus? Alors, en tant que juriste, j'attache beaucoup d'importance au droit et à la procédure pénale, aux juridictions, Mhm. et à ce que les actions de mes personnages vis-à-vis d'une enquête soient vraisemblables. Quant à la criminologie, elle m'a aidé à créer le personnage de Laura de façon crédible. Mon objectif est de livrer à mes lecteurs une lecture immersive car réellement plausible. Quand je lis, le moindre anachronisme, la moindre mise en scène farfelue me sort immédiatement de l'intrigue. Lorsque j'écris, je prends grand soin à ne pas tomber dans la facilité de scénarios extravagants. Mhm. Mon objectif est d'écrire ce que j'attends d'une lecture, qu'elle soit crédible, qu'elle m'apprenne des choses, qu'elle me surprenne, et de surcroît, si elle provoque en moi des émotions, eh bien, c'est le Graal. Ah ouais, je comprends, je comprends tout à fait. Vous avez inséré également des histoires familiales. Alors, moi, je Mhm. veux savoir comment ces éléments influencent-ils vos personnages et quelle importance le passé joue-t-il dans la construction de votre récit? Alors, il est primordial, hein. Mes Mhm. personnages sont le résultat d'expériences de vie et leurs passés respectifs les impactent directement. L'intérêt est de savoir comment, car même face au même genre d'événement, chacun peut réagir différemment. Tout à fait. Mes personnages ne sont néanmoins pas inspirés de ma propre vie, hein. Je mets déjà beaucoup de ma personne en allant chercher en moi des émotions violentes pour faire vivre mes personnages sans évoquer en plus ma propre histoire. Donc, mais cependant, il y a des easter eggs dans l'Insane, c'est-à-dire Mhm. qu'il y a des petits détails qui viennent enrichir les personnages, qui relèvent de la réalité de ma vie. Mais je le répète, hein, c'est vraiment de l'ordre du détail, hein. Je vous mets d'ailleurs au défi de les trouver. Je laisse en général des indices dans les différentes interviews que je réalise. Donc, Mais on donc va voilà, partir sur une enquête. Les lecteurs vont voilà, partir tout sur à une fait. enquête. Euh, D'autres sources d'inspiration. Est-ce que vous êtes vous-même fan de polar, de romans psychologiques? Est-ce que déjà c'est votre style de lecture, voire de film? Vous avez peut-être des œuvres littéraires ou cinématographiques qui vous ont influencé pour l'Insane? Alors, je lis beaucoup, et si mes lectures sont très éclectiques et que j'affectionne tant les grands classiques que la poésie du XVIIIe et XIXe siècle, j'ai une affection particulière pour les polars, les thrillers Mhm, ok. et toutes les nuances du noir. J'admire aussi certains auteurs comme Desanguel, Bussy, Lemaître, Minier, Tilliez, Mhm, May, Norek, ok. mais sans fausse modestie, j'écris du Yonikov. Et si je prête du crédit aux critiques littéraires, ma façon d'aborder le thriller psychologique est plutôt originale. Ouais, c'est votre petite cuisine. C'est ça. Alors, je voulais également savoir, euh, dans votre processus créatif, vous avez utilisé plusieurs points de vue Mhm. narratifs. Oui, tout Alors, à qu'est-ce que fait. vous voulez explorer en utilisant cette procédure-là? Alors, dans la première partie de l'Insane, hein, dans laquelle on découvre ce que Laura est capable de mettre en œuvre pour parvenir à ses fins, l'histoire est racontée par un narrateur personnage qui raconte ce qu'il a découvert. Ok. L'intérêt pour le récit est qu'il peut être faillible, hein. C'est tout l'intérêt de ce point de vue narration. Mhm. La question reste de savoir s'il l'a été ou non. Dans la première partie se trouve également un témoignage à la première personne du singulier d'une des victimes de Laura. Cela permet au lecteur de s'identifier plus facilement et de suivre de façon immersive la descente en enfer du personnage qui se livre. Ce point de vue interne était intéressant à développer car il permet de découvrir l'état d'esprit profond de la victime et de se rendre compte de l'intérieur, si je puis dire, des dégâts provoqués par la perversion narcissique. Dans la seconde partie de l'Insane, consacrée à l'enquête, j'utilise la narration d'un point de vue d'un narrateur omniscient. Qui est-il? Peu importe finalement, ce pourrait même être moi. Ce narrateur sait absolument tout des événements et il ne ment jamais. C'est l'intérêt de cette narration. Ouais. Mais dit-il pour autant tout ce qu'il sait? Ça, je vous le laisse le découvrir. Enfin, dans la seconde partie, de brefs passages d'un point de vue interne émanant d'un personnage mystère émaillent également le récit. Cela permet de donner un éclairage différent, bien que partiel des événements, au lecteur de deviner de qui il s'agit avant le dénouement de l'insane. Donc tout l'intérêt d'utiliser ces différents points de vue narratifs est de permettre au lecteur de se faire sa propre opinion, de lui permettre de tenter de comprendre la vérité cachée ou non derrière les apparences.
Il semblerait toutefois qu'à la fin de Nassan réserve un double retournement de situation, Oui, ce qu'on appelle exactement. un double twist. Et pourtant, hein, rien n'est caché à ceux qui savent voir au-delà de leurs a priori ou de leurs perceptions. Mais si l'intrigue tient mes lecteurs en haleine jusqu'à la dernière ligne, bah, tant mieux. Tant mieux, oui. Bah, si on est plongé, c'est sûr qu'on ne mène pas l'enquête comme l'inspecteur, Et hein, oui, comme le c'est à lire lieutenant. plusieurs, l'insane est à lire plusieurs fois du coup. Exactement. Euh, je veux savoir, est-ce que l'écriture de ce livre vous a changé? Je ne sais pas, moi, est-ce que ça vous a fait découvrir des zones insoupçonnées chez vous? Mhm. Est-ce qu'il a été difficile de gérer certaines émotions, certains sentiments? Est-ce que vous avez eu des prises de conscience au moment de l'écriture? Alors, en écrivant l'insane, j'ai découvert que mon hypersensibilité pouvait être un levier puissant pour faire naître les Ouais. émotions de mes personnages. En fait, j'ai réalisé qu'elle n'était plus uniquement un trait de caractère qui me pourrit la vie. Hein, être un catalyseur d'émotions peut être épuisant, hein. Quand on ne sait pas se protéger tant des événements extérieurs que des émotions des autres, Ouais. ça peut être un calvaire. Et donc, enfin, grâce à l'écriture, mon hypersensibilité est mise à profit de quelque chose de positif, vous voyez. La transcription d'émotions vibrantes de réalisme. En tout cas, je le tente. Oui, oui, mais je vois très bien, je vois très bien. Peut-être vous avez eu des défis, des surprises personnelles, professionnelles, au moment de l'écriture. Mhm. Est-ce que vous avez dû surmonter des barrières, des défis? Alors, la réécriture, ou plutôt les réécritures, ont Mhm. été parfois douloureuses dans le sens où, comme je viens d'expliquer, j'incarne dans ma chair les personnages qui y interagissent. Mais finalement, le plus compliqué aura été de lâcher mon roman pour l'envoyer à la correction. C'est la seule chose que j'ai externalisée. Ouais, Et je suis perfectionniste, donc il n'y a pas une phrase qui n'a pas été reprise plusieurs fois. ouais. J'ai dû me faire violence pour ne pas écrire une énième version après la correction. Et d'ailleurs, le fichier utilisé pour l'édition s'appelle Oméga Plus, donc il était vraiment temps que je publie. Il y a un moment, il faut publier. Est-ce que vous avez des projets pour la suite? Alors, j'ai longtemps hésité à publier l'Insane, donc j'ai eu le temps d'écrire deux autres romans Ah, quand avant de me même, décider. Donc, chaque tome du cycle des ombres peut se lire indépendamment les uns des autres. d'accord. Il y a un fil directeur entre eux et des personnages récurrents, dont le lieutenant Hugo Scalarez. Et le tome 2, Terre brûlée, devrait sortir en mai 2025. Donc, je D'accord. prépare aussi la traduction de l'Insane en anglais. Et pourquoi pas une version audio? Ah, À plein de voir. bons projets. Je me tâte, oui. Est-ce que vous avez des dates de prévues de rencontres ou de dédicaces que vous voulez partager avec les auditeurs? Alors, je débute dans le monde littéraire, hein, donc les choses se mettent lentement en place. Donc, j'ai Ok. pu faire un salon en octobre, un peu par hasard, car il faut s'y prendre bien en amont. Ouais, Mais j'espère qu'il n'est pas trop tard. Bon, j'ai postulé pour des salons pour la fin de l'hiver et du printemps, donc je ne suis pas encore fixée sur les ok, dates. d'accord. Et je serai aussi en rencontre dédicace à la librairie Comme la Plume au vent à Château-Renard, dans les Bouches-du-Rhône, début janvier. Donc là, je communiquerai la date exacte sur les réseaux Super. sociaux. Ouais, c'est chouette, j'ai hâte. Bah, écoutez, Marie, merci beaucoup pour vos réponses. J'invite les auditeurs à aller retrouver tous les liens vers vos différents réseaux sociaux et le point d'achat dans les commentaires de la vidéo. Puis moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Nelly, hein, pour cette mise en lumière de mon travail. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir.